Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire donc un dernier point ce matin. Peut-être il y aura un rattrapage demain matin, mais très clairement j'en doute. Donc ce sera probablement la dernière avant la semaine prochaine. Donc on reprendra jeudi. Donc une semaine jour pour jour. Je vous ferai peut-être des émissions là-bas, mais alors très sincèrement, je ne suis pas certain de pouvoir le faire. Il faudra voir la tronche du micro sur l'ordi portable et surtout il faudra que je trouve un logiciel pour enregistrer, que je télécharge peut-être celui-là dessus. Enfin on verra. Donc pas de garantie à ce niveau-là. Évidemment s'il y a des gros changements dans les scénarios, j'hésiterai pas à venir vous les partager sur Twitter. Mais je ne m'engage pas pour l'instant et en l'état à vous enregistrer des vidéos à distance. Je le ferai uniquement si j'ai le temps et si c'est possible techniquement. Allez, cela dit, on va quand même faire le boulot une dernière fois. Donc sur le Bitcoin, on arrive sur les zones grosse résistance. On a déjà débordé les niveaux qui, pour moi, donnaient quand même des signaux bien vendeurs. C'est effectivement les 6008. Le fait qu'on s'installe là, c'est pas non plus ultra boule, attention. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment déjà déborder. Comme je l'ai dit, tant qu'il n'y a pas de clôture au-dessus de 7002, c'est pas. Voilà, on a déjà les signaux de TP non confirmés momentum, donc je resterai quand même avec un petit biais bullish parce que je voulais voir comment on réagirait une seconde fois dans cette zone hier. On s'installe et on y reste, c'est plutôt bon signe, hein, ça veut dire que la valeur est acceptée. Maintenant, bon, est-ce que c'est déjà un début de bull market? Tout comme on l'avait dit, on l'avait noté, les signaux devenaient plutôt acheteurs ici, mais ça restait quand même une structure de range, c'est-à-dire qu'on passe d'une multitude de petites flèches rouges là à des flèches un peu bleues et des sentiments un petit peu plus bullish, dans le sens où les cycles commençaient à passer un petit peu acheteurs, mais attention, on avait toujours des vendeurs, là c'est bien les vendeurs aussi qui jouent sur cette zone-là. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont bloquer les prix ou non. Je rappelle que dans un range, la zone rouge, c'est la zone à partir de laquelle vous avez un risque rassurement intéressant, mais elle tire jusqu'à la résistance elle-même, voire même des fois légèrement un peu au-dessus. Donc attention, là on est toujours dans la zone résistante, c'est juste que c'est pas la zone où il y a théoriquement le plus de chances de se retourner, mais attention, on est dans une zone où ici c'est les vendeurs qui contrôlent. Donc on va voir comment ça se déroule. Moi ce que je vois c'est qu'ici dans la structure hebdomadaire, là, celle qu'on a derrière dans le fond, effectivement on est en train de donner un sentiment aussi en hebdo, on va aller regarder ça immédiatement. Voilà ce que ça donne. Bon, en hebdo, c'est pas trop mal. Ça fait déjà 3 semaines de hausse possible. Ça fait 3 semaines qu'on casse les plus hauts. Enfin, ça fait 2 semaines qu'on casse les plus hauts. Et la semaine dernière, on a même clôturé légèrement au-dessus du plus haut de la semaine précédente. Donc, c'est quand même pas dégueu. On va voir ce qu'en sera cette semaine. Le problème, c'est qu'elle n'est pas terminée. Et que, pour moi, d'un point de vue momentum, c'est pas non plus l'Eldorado, quoi. Et encore, j'y vais gentil. C'est-à-dire que ça, typiquement, c'est le genre de truc qu'on peut effacer en une seule semaine. C'est-à-dire on fait une grosse semaine de baisse et on se retrouve sous le support la semaine prochaine. Donc, acheter, ça me paraît chelou. Ça me paraît, ça sent mauvais en fait, pour être honnête. Ça pue. Et je comprends pas trop ces mécaniques de prix. Donc, ne comprenant pas, je suis pas. Maintenant, il faut être conscient qu'en ce moment, comprendre les marchés, waouh, faut s'accrocher, hein, c'est-à-dire que là, soit vous tradez stupide, c'est-à-dire vous tradez suivi de tendance et vous mettez votre cerveau de côté. Moi, j'aime pas cette méthodologie de trading. Maintenant, je la respecte et je pense qu'en ce moment, c'est celle qui fonctionne le mieux. Hein, il faut être clair. Là, plus vous cherchez à comprendre, moins ça se passe comme prévu. On va le voir tout à l'heure. J'ai fait un petit tour d'horizon graphique très rapide quand je vois direct la UDNZD à moins 0,32. Voilà, bon, ça la fout mal. On va voir la UDNZD, mais il va falloir déclencher des stops et réduire le levier. Faut pas déclencher des stops, mais il va falloir réduire le levier parce que là, moi, avec un levier 7, ça, je vais arrêter je vais arrêter ça parce que ça fait que baisser là. Donc là, il commence à y avoir un problème. On va regarder ça juste après. Hein. J'ai pas vu encore à quoi ça ressemblait. Donc voilà, pour les cryptos, voilà, c'est le sentiment que j'en ai. Il va déjà falloir essayer de tenir les clôtures hebdomadaires. Là, on est au début de cette semaine, hein, puisque ça cote 7 jours sur 7 BTC. Donc, vous voyez, par rapport à l'amplitude balayée sur une semaine, on n'est qu'au début. Attendez, si déjà on retourne dans le range de la semaine passée, ce qui a de fortes chances de se produire, et qu'ici, pour une raison X ou Y, on n'arrive pas à tenir, voire on clôture là-dedans dimanche, attention, hein, il va vraiment falloir remonter la semaine suivante, parce que si ça repart au sud et qu'on casse le plus bas du chandelier hebdo, ce sera probablement par là, hein, très honnêtement, je pense. Alors, pour faire simple, là c'est le plus bas de cette semaine. D'accord, on va essayer d'anticiper à quoi ressemblera le schéma de la semaine. Moi, très sincèrement, je pense que ce sera un truc comme ça. Le problème, c'est que... Hop, voilà. Donc le truc, c'est que si le chandelier ressemble à ça,
Moi, je pense qu'on va aller casser un peu plus haut, mais alors vraiment un tout petit peu, genre les 7002, aller tenter quelques mèches là-dedans. On la voit bien, la zone à breakout, hein, donc on va forcément essayer d'aller là-dedans pour chercher des stops et essayer de voir si ça peut passer en force. Je pense que ne pas y aller, ça m'étonnerait en tout cas. Et après, ça laisse deux options. Soit ici, effectivement, on casse, et alors là, on va avoir un gros marabout bleu et on terminera tout en haut cette semaine, et ce sera une bougie de breakout, entre guillemets, ici, on se stabilise, et là, on break, et on redonne un sentiment de tendance haussière. Faut voir, parce que rendez-vous compte, le Bitcoin, à chaque fois qu'il réalise ses breakouts, derrière, il se casse la gueule et il revient toujours basculer sous cette zone-là. Donc les 7002, bon, je ne suis pas vraiment chaud de marquer ça comme étant une zone à breakout. C'est tout simplement ça, moi j'appellerais ça la zone à imbécile. À chaque fois qu'on est venu chercher cette zone, j'ai toujours dit, on vient la chercher, on la traverse toujours cette zone et on fait un pullback dessus. La zone des 7002 là. Donc, tout comme, voilà, il y a 7000, il y a 8000, les deux, 7002, 8000, c'est des zones stupides maintenant. Vous voyez, à chaque fois qu'on vient les chercher, hop, on arrache tout, et après, on revient chercher. Donc là, j'ai tendance à penser que, soit c'est invalidé très rapidement, soit on va juste traverser tout ce merdier et se retrouver assez rapidement à la hausse. Maintenant, est-ce que le sentiment sera réellement haussier ? Moi, je ne saurais pas trop vous dire. Je n'ai pas de conviction sur ce marché BTC. On va dire que là, en l'état actuel de la structure, si on considère ça comme étant un bottom, moi j'ai un peu de mal avec ça, ce serait un triangle. Donc un triangle, encore une fois, c'est plutôt 50-50. Maintenant, un triangle en fin de crack, effectivement, là aussi, ça laisse beaucoup de possibilités. Dans le sens où soit c'est le triangle qui accumule pour la phase de baisse, soit c'est le triangle qui accumule pour reprendre la tendance haussière. Voilà, bien malin est celui qui saura faire ce choix. Moi, évidemment, comme je vous dis, je pourrais défendre les deux camps. Et je défends sérieusement les deux camps. C'est-à-dire que, vu de ce que je vois sur les altcoins, j'ai tendance à penser qu'il est possible que tout simplement l'ensemble des cracks soit terminé. Le problème, c'est que dans la psychologie, je ne vois pas ce que je recherche. Il y a encore trop d'altcoins, très peu sont morts. Il y a encore beaucoup de spéculateurs dans ce marché. Je pense qu'une purge supplémentaire, pour bien flusher la psychologie de spéculation, soit possible, très probable, on va dire. Donc je reste sur ce scénario-là. Maintenant, le risque, c'est que je rate tout simplement les achats BTC. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas la fin du monde. J'aurai de toute façon des Ethers que je pourrais sans problème échanger pour des Bitcoins ou autre chose du genre. Voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais bon bref, voilà. Mon sentiment va se résumer à ça. Tant qu'on reste au-dessus de ça, bullish, pas de problème pour vous. Tant qu'on reste en dessous de ça, bearish, ok, pas de problème si vous avez toujours un biais bearish. Et surtout pour les bulls, c'est pas gagné tant que vous n'avez pas débordé les 8005. Si les 8005 sont débordés avec des clôtures et que derrière le triangle tient, c'est-à-dire attention, hein, en cas de sortie, je pense qu'il y aura un pullback sur un truc pareil. Maintenant, si le pullback tient pas et qu'on retraverse le triangle, vous avez compris ce qui va se passer derrière. Donc j'ai peur malheureusement que ce qui se produise dans les prochains jours soit ça. On revient chercher 8002, on tente le pullback, on grind, oh putain ça passe pas, et merde, voilà. Et donc faites très attention à ça. Normalement on doit pas dépasser ça, voilà. Mais attention, c'est pas impossible qu'on le fasse. Rien n'est impossible en fait. Si on doit vous faire rentrer tout un paquet d'imbéciles à des prix stupides, on peut très bien venir ici, réaliser le breakout, hop, invalider, on fait le pullback sur le triangle, ça passe pas, on retraverse le triangle en ligne droite, et effectivement on a la structure V-bottom, le panique à bord, entre guillemets. Moi, ce que je veux voir en termes de psychologie, je vous le rappelle, c'est le désespoir. C'est-à-dire, entre guillemets, tout le monde rentre, ouais, c'est bon, le crack est fini, énorme volume petit volume de particuliers, les seuls à acheter ici ces zones de prix. Les institutionnels refusent cette zone de prix, entre guillemets, il n'y a pas de relais haussier. Pire, ils se mettent à vous vendre, et là, hop, on repart dans l'autre sens. Et qu'est-ce que vous allez penser si évidemment ici vous dites c'est bon, allez, le crack est fini, Phil avait dit si on casse les résistances en faisant des bottoms plus hauts, c'est que c'est gagné, donc on peut y aller, boum, on se remet en levier, vous vous foutez en levier, ici vous êtes rect, au revoir, merci, bye bye, tout simplement parce que ici vous mettez un levier. Vous mettez un levier du coup 3 et vous êtes mort, hein. Voilà, passe de 9000 à 3000, il n'y a plus personne, goodbye, margin call, merci d'être passé, au revoir. Donc faites attention, vraiment pour moi la seule erreur à ne pas commettre sur les zones de prix actuelles, c'est vraiment celle du levier, celle de l'euphorie et celle de vous dire c'est bon, cette fois c'est terminé, on a bien attendu, on est bien patient. Non, la patience ça demandera beaucoup plus que ça. Je ne pense pas qu'on se reprenne avant la fin de l'année sur les indices crypto, enfin sur la crypto en général. Et même si on a une petite phase d'euphorie, pour moi pour l'instant elle reste dans le schéma actuel, c'est-à-dire
c'est de l'euphorie dans un crack et ça se vend. Maintenant, moi je jouerai plus les ventes sur les phases terminales, enfin sur les phases, je pense qu'on n'est pas loin de la fin du crack si on n'y est pas déjà. Maintenant, je spéculerai plus sur des ventes, c'est clair, mais de là passer acheteur, ça laisse également un gouffre. Donc il y a un gradient de possibilités entre les deux. Il me semble que pour l'instant, l'inaction me semble de loin le meilleur choix, tout simplement parce que ça ne dégage pas des risques ratio-rendement intéressants. Allez, on bouge sur les autres marchés. On va regarder quand même rapido ce que ça fait côté Ether. Bon, toujours sous la même structure exit. Et toujours pas de confirmation momentum et un momentum très neutre, proche de la valeur 0. Donc vraiment, hein, soit d'un coup ça break, mais je pense que les gains sont plus à faire sur l'Ether que sur le Bitcoin. Parce que tout simplement, si là on valide bien la fin des structures de crack, l'Ether doit retrouver sa zone précédente, c'est-à-dire 450, alors qu'on est à 290. Alors que Bitcoin, cette même zone, hein, celle qui représente juillet, effectivement, elle est déjà plus très loin. Donc, c'est-à-dire que là, pour côté Bitcoin, l'espoir haussier, c'est une quinzaine de pourcents. Là où les Ethers, ici, pourraient prendre un bon 50. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, quitte à choisir un biais haussier, je préfère prendre un biais haussier sur des altcoins qui sont quand même assez solides et qui ont été bien vendus. Allez, on bouge, on va sur les marchés classiques. Je regarde le calendrier économique. Voilà, même pas de stats AUD pendant la nuit. Hein, donc, je comprends vraiment pas pourquoi ça se casse la gueule. Et on va commencer direct par ça. Tout simplement parce que j'ai envie de voir ce qui se passe. Ah putain, évidemment, voilà. Bon, donc c'est mort. Enfin, c'est mort. C'est pas mort, mais il faut réduire le levier. Ça, c'est clair. Là, il commence sérieusement à m'enculer. Et ça me fait chier. Donc, de toute façon, voilà. Hein, encore une fois, la UDNZD, c'est pas un actif baissier. Mais comme d'habitude, comme les particuliers achètent, le marché il fait l'opposé, tout simplement parce qu'il faut emmerder le monde d'abord avant de leur donner raison. Donc pour l'instant pour moi ça reste un marché haussier, mais le risque c'est que si ce momentum-là a déjà réussi à casser ce bottom, je serais surpris que les prix le fassent. Donc moi tant que j'ai pas de réactivation de prix daily, donc comme je vous l'avais dit, tant qu'il n'y a pas d'avalement haussier daily sur l'AUDNZD, je pense qu'il va falloir sortir de ce marché. Sortir, moi je vais sortir mon levier, c'est-à-dire là levier 7, je tiens clairement pas un marché pareil, ça c'est pas possible. Ouais, voilà. En plus tout se fait d'un coup pendant la nuit, d'un coup ce matin en plus à 7h, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Hein. La UDNZD 7h c'est pas trop un timing pour eux. Donc voilà, on va chasser tout ce petit monde. Donc je pense qu'on est en train de travailler des anciennes résistances de la vague 1. Le problème c'est que normalement on ne peut pas casser la vague 2. Hein. Donc là si on casse la vague 2, c'est qu'on est toujours dans un range et que là par contre la tendance haussière daily, hein, là je ne parle pas de petits mouvements, je parle de mouvements qui se sont initiés il y a déjà plusieurs mois et pendant l'été. Si on invalide en cassant le point 2, moi je ne comprends pas honnêtement comment un marché haussier peut casser des supports. Mais tout simplement, bon voilà, encore une fois, il va peut-être falloir arrêter de chercher à comprendre ce qui se passe dans ces marchés. Ils sont juste stupides et d'une stupidité affligeante là pour le coup. Mais si on est dans un marché haussier, on ne peut pas casser ce point-là. Normalement, c'est pas possible parce qu'il est impossible, même dans une vague étendue complexe comme ça, assez piégeuse et emmerdante. Voilà, pour moi, on est sur des zones d'achat. Si ce marché est haussier, ça doit être payé. Donc, je ne comprends pas les volontés de chasse au stop dans ces marchés. Ne les comprenant pas, je réduis. Hein, j'accepte de me faire niquer. Je reste acheteur, encore une fois. Hein, réduire les leviers ne veut pas dire que je change de sens et que je retourne ma veste. Loin de là. Mais tout simplement, je suis obligé de relâcher du levier. Ça me casse les couilles, hein, je vous le dis. Ça me fait extrêmement chier, tout simplement. Parce que, évidemment, j'ai choisi de ne pas prendre de profit ici. Et je vois tous ces gains. En fait, tous les renforts que j'ai pris dans la phase de hausse, c'est tous ces gains-là que je vais devoir ressortir sans les avoir pris. Donc c'est un énorme manque à gagner. Hein. J'ai quand même pris près de 10 000 balles à ce moment-là et je suis en train de les voir tous fondre intégralement. Donc voilà, hein, c'est un gros manque à gagner. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. C'est le jeu. Donc là, UDNZD, hein, encore une fois, lui, avant qu'il me donne les gains, il va me faire chier, mais au possible, de chez au possible. Par contre, lui, quand il va donner, je sais qu'il va me donner un truc de dingo et que ce sera probablement le plus gros gain de ma carrière. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, il m'emmerde, patience, je sors un peu le levier. Tant qu'en daily, j'ai pas une réactivation, c'est-à-dire, je veux que de nouveau, on casse un plus haut d'une journée précédente et qu'on s'arrive à clôturer pas trop mal le jour suivant. Pour l'instant, hein, voilà, ce qui est fou, c'est que cette petite résistance très faible, elle a réussi à faire son job. Ce qui veut dire que, en gros, il suffit d'une toute petite présence vendeuse et puis il emporte très facilement. On est ici dans le risque d'activation de ce break baissier, hein, qui n'a rien à faire là. Encore une fois, des breaks baissiers dans une tendance haussière, c'est qu'on n'est pas en tendance. Donc je suis vraiment surpris de les voir suivis. Maintenant, il y a un contexte politique qui est favorable à la merde. Est-ce que c'est simplement ce contexte qui, à court terme, va déclencher des stops ?
pas impossible. Moi, en attendant, je suis obligé de réduire les leviers pour des raisons de money management. C'est donc pour l'instant, je sors quelque peu mon pognon et j'attends de voir comment ça se produit sur cette zone-là. Normalement, ici, on doit trouver du support. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Normalement, dans une zone comme ça où il y a du volume, ici, on n'est pas supposé basculer en zone de break. C'est-à-dire que là, normalement, on vient chercher rapidos là, les 1,0874, mais on doit trouver un volume acheteur ici. C'est obligatoire. Maintenant, moi, je vais plus spéculer sur ça. Je vais simplement laisser le marché se développer. Il n'y a rien à faire sur les zones de prêt actuelles, mais il y est donc forcé de constater qu'il va falloir réajuster le risque sur ces stratégies. J'attends d'avoir des clôtures haussières sur les outils daily pour me repositionner. Donc je surveillerai ça tous les jours tout simplement. Et puis dès qu'un jour ça se réactive, et bien évidemment je reprendrai sans hésitation le train acheteur avec du levier max. Mais pour l'instant, pas possible. Ça ne veut pas franchir les résistances. Et tant qu'on est dans cette dynamique-là, eh bien il ne faut pas lutter contre ça parce que... voilà, rentrer dans la lutte alors que vous avez bien compris le schéma de marché actuel est juste de dire ah ouais tu réfléchis, je vais juste te baiser la gueule et faire l'opposé et puis je te donnerai raison après. C'est ça la logique du marché actuellement, c'est tout simplement d'emmerder tous les traders, d'aller pousser toutes les tendances le plus loin possible pour casser un maximum les couilles. Donc voilà, il ne faut vraiment pas se faire embêter là-dedans. Donc là, UDNZD, je sors temporairement. C'est un peu comme l'euro-yen. Voilà, qu'est-ce qu'on fout là avec l'euro-yen? C'est pas normal. Mais bon, on y est. Et maintenant qu'on est donc allé chercher ces différents niveaux de résistance, les 130-24, 130-22, je pense qu'ici on a trouvé du monde sur l'euro-yen. Mais là aussi, je suis obligé d'attendre des clôtures daily. Puisque en fait, tout simplement, et je vous l'avais expliqué l'autre jour, la psychologie du marché, c'est que pour l'instant, personne ne remet rien en question. Vous avez les imbéciles qui suivent, enfin pas les imbéciles, vous avez les suiveurs de tendance qui font leur métier, c'est-à-dire ils ne réfléchissent pas, ils suivent, et eux, ils ne cherchent pas à comprendre si on est sur des niveaux techniques jouables en retournement. Non, on fait que suivre les tendances tant qu'elles ne se sont pas retournées. Voilà. Donc les seules personnes qui interviennent sur le marché actuellement sont soit suiveurs de tendance, c'est-à-dire on ne réfléchit pas, on suit, soit market maker, dans ce cas-là, c'est on ne réfléchit pas, on va chercher les ordres qui traînent, et les spéculateurs. Et qui est en sous-nombre? Les spéculateurs. Donc qui sont les plus faibles? Les spéculateurs. Qui sont les chassés? Les spéculateurs. Donc en fait, plus vous spéculez, plus vous réfléchissez, plus vous essayez d'anticiper le marché, plus il va aller contre vous, parce qu'en face, vous avez le market maker qui n'en a rien à foutre, et les suiveurs de tendance qui amplifient tout simplement ces mouvements, aussi stupides soient-ils. Ils continuent de vendre si c'est baissier, ils continuent d'acheter si c'est haussier. Évidemment, ils attendent d'avoir des retournements brutaux, c'est-à-dire ils attendent de s'en prendre plein la gueule et de perdre 60% de leurs gains pour se faire la malle. Et c'est aussi simple que ça. Donc, encore une fois, petit gain à faire sur les suiveurs de tendance, gros risque à prendre parce qu'au bout d'un moment, vous allez un peu loin. Et puis, si vous avez oublié la case prise de profit, vous vous faites dézinguer. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est un marché stupide dans lequel vous avez plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc, vraiment, moi, pour ma part, j'y vais tout doux avant de remettre des leviers. Donc, voilà, l'euro-yen, pour l'instant, ça ne s'est pas très, très bien passé, mais je patiente. Et je remettrai encore du levier quand j'aurai des confirmations. La UDNZD est obligée de sortir temporairement également, tout simplement à cause des emmerdes que nous causent les opposants. Donc pour l'instant, attendre là aussi qu'un signal se mette en place. Les autres marchés, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le GBP, ça bouge pas, toujours pas. L'USD Yen, c'est neutre. Au possible, tiens, regardez le Yen Index. Ouais, voilà. Bon, Yen Index, pour moi, c'est bien mature. On est sur le 100%, c'est propre, ça se réactive. Moi, ça me paraît bien. Je pense que ce marché est prêt pour repartir haussier. Il a bien terminé son oscillation baissière. Le momentum est en contradiction assez nette. Donc, effectivement, soit ça reprend ici, soit on enfonce complètement le yen et on va casser ce support. Mais ça me paraît quand même assez peu probable. En tout cas, en l'état, je dirais plutôt attendre que le yen revienne chercher la résistance. Et ici, grosse cartouche. Donc c'est ici, moi quand le yen revient là, ici, j'hésiterai pas à mettre le levier sur les AUD yen, enfin sur les USD yen. Tiens, ils ont changé leur truc. Sur les USD yen et trucs du genre, je pense sincèrement que c'est là que les choses intéressantes vont se produire. C'est-à-dire que Wall Street va commencer à trébucher et on verra bien un peu tout ça plus tard. Allez, l'US Oil, je crois que c'est le scénario du jour. C'est aujourd'hui qu'on a les stocks de pétrole exactement. Alors, à quoi ça ressemble tout ce petit monde? D'accord. Ah, super. La bougie d'hier, elle nous donne vachement d'informations. Cassure haussière, cassure baissière. Fantastique.
Bon, c'est assez emmerdant parce que je ne sais pas trop quoi faire sur un marché pareil. Donc, il n'y a pas de confirmation. Ouais, c'était double boule, mais il n'y a pas eu le triangle. Donc, attention, ça peut très bien être justement un faux support à bien déborder. Tant qu'il n'y a pas eu la confirmation de prix, ça me paraît compliqué. Donc, je dirais là, en attente de la réaction de ce marché, c'est emmerdant parce que du coup, soit ça ouvre la possibilité de revenir tester le support inférieur, mais que ça reste haussier quand même, parce qu'on est toujours dans un cycle bullish. Donc, je dirais qu'il faut quand même faire attention. Donc non, je dirais, écoutez, il y a un catalyseur, soit on prend un petit trade spéculatif, c'est possible, mais pour moi on n'est pas sur une zone technique, si ce n'est, ça me paraît franchement compliqué comme situation, hein. Je préfère être franc avec vous, ça me paraît extrêmement complexe comme situation à gérer. Je pense que le risque, c'est qu'ici on ait fait A, B, C, et que là on soit en train de faire 1, 2, 3. Bon, je ne suis pas certain au final que ce marché soit mature à la baisse tout de suite, dans le sens où si je regarde la structure daily, et si ça c'est juste une structure consolidante A, B, C, hein, on n'a pas cassé le support ici, on peut très bien sans problème repartir pour une vague haussière supplémentaire. De toute façon, encore une fois, plus vous cherchez à comprendre, plus ça ne se passera pas comme ça. Donc vraiment, je pense attendre sur ce truc-là. J'ai plus aucune conviction dans rien du tout dans ce marché parce que tout est décorrélé, tout fait n'importe quoi. Là, on est vraiment les phases terminales de l'été. Il faut recte un maximum. Les stratégies sont d'une stupidité ambiante assez hallucinante. Donc j'ai bien envie je pense que je prends bien mes vacances. Et j'ai bien l'intention d'en profiter. Donc, mis à part des gros scénarios comme par exemple l'US Oil, j'aimerais bien le déclencher à la vente, mais je pense que ça peut éventuellement aller un peu plus haut. C'est à surveiller. Voilà. Bon, peut-être je pourrais enclencher un trade spéculatif là-dedans. Je pourrais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu de place au-dessus pour aller chercher la résistance légèrement supérieure. En fait, rappelez-vous ici, je voulais vendre plus haut, légèrement plus haut. J'avais été emmerdé. Le problème, c'est que là, on est toujours dans un cycle bullish. Ici, c'était juste un petit TP. Il est totalement possible que, hop, sur l'US Oil, on reparte juste au chassé au-dessus, là, faire les niveaux que je voulais vendre. Si on fait 76,50, là, effectivement, celui qui vend là, il est mal, quoi, parce qu'il faut vraiment tenir une grosse forte hausse, même si je pense encore une fois à terme que la direction, ça reste la zone des 50 $. Donc, problématique. Voilà, comment on aborde ce truc-là? Moi, ça me semble extrêmement gênant. Et en termes d'approche, là, j'ai du mal à construire une conviction, surtout qu'on a un catalyseur ce soir, que ça bouge côté iranien avec le pétrole. Donc, il y a des raisons de rendre ce marché complètement fou et data dépendant. Et le problème, c'est que data dépendant, si vous n'avez pas les news avant les autres, malheureusement, voilà. Ici, il y a bien un double boule, hein, donc j'ai tendance à penser qu'en daily, avant de combattre ça, il va falloir vraiment être costaud. Donc, moi, je vais être patient. Voilà. Sur l'US Oil, je vais voir ce que le catalyseur nous donnera et je jugerai peut-être demain matin. Je vous mettrai un tweet, savoir si je me pose là-dessus ou pas. Mais pour l'instant, ça ne m'enchante pas plus que ça. Hier, le gold, ils ont essayé de le vendre en clôture journalière. Voilà. Donc ils ont essayé encore une fois de passer à travers, mais on déclenche un double signal acheteur, donc je reste à l'achat moi de ce marché. Aucun risque pour moi sur le gold pour l'instant, je ne vois pas de raison de s'inquiéter, mais encore une fois, bon, qu'est-ce qu'on en fait de ces marchés? Est-ce que là on est parti pour faire un mouvement en crabe complètement débilos comme on l'a fait à la baisse? Moi j'ai tendance à penser que oui. Maintenant le problème c'est Wall Street. Voilà, vous avez bien compris, Wall Street c'est je vais t'imposer ma vérité, même si elle est fausse et complètement débile, j'aurai raison, tu auras tort, hein. C'est bien le schéma Wall Street. C'est-à-dire, vous avez bien compris, en fait, Wall Street cet été, ils ont dit il ne se passera rien sur les marchés à la baisse cet été, on va complètement garder le contrôle et tout ira bien. Et puis du coup, à la rentrée, on arrache tous les sommets historiques et tout se passe parfaitement bien. Enfin voilà, le problème c'est que ça, c'est le scénario Wall Street. Est-ce que ça va se passer comme ça? J'ai de sérieux doutes là-dessus. Donc, comment on aborde ça? Moi, je pense que pour l'instant, avant de spéculer, il va falloir attendre que l'été se termine. C'est-à-dire attendre que les institutionnels reviennent au boulot, parce que pour l'instant, spéculer, ça n'a servi à rien, si ce n'est se faire emmerder par les market makers. Et donc, je dirais attendre ce timing-là, peut-être quelques semaines,
que les volumes reviennent, et quand ces volumes seront revenus, je pense de nouveau chercher des scénarios spéculatifs. Pour l'instant, j'ai l'impression que tous les éléments sont contre nous, contre moi particulièrement en tant que spéculateur là. Tout le monde n'est pas spéculateur. J'ai l'impression que voilà, c'est pas le moment de spéculer, tout simplement parce que les éléments sont pas favorables, le contexte n'est pas favorable, la liquidité ne l'est pas non plus. Donc en fait aujourd'hui, si vous spéculez, si vous essayez de construire un scénario rationnel, vous êtes plus, comme je vous dis, de la liquidité dont le marché le marché est surtout intéressé par vos stops, plus que par ce que vous avez spéculé. Donc dans ces conditions là, en fait, on fait rien. Voilà, les seuls opérateurs qui sont là en face, soit ne réfléchissent pas, soit ont une logique complètement différente. Donc en fait, réfléchir aujourd'hui, ça vous rend pas plus malin que les autres, ça vous rend surtout beaucoup plus faible du fait que quand on est peu nombreux à spéculer, on est surtout, voilà, on est les proies. Et donc dès que tu rentres dans le marché, on te saute dessus dans tous les sens, on te pousse. Même si encore une fois, les stratégies pour moi sont les mêmes, celles que j'applique toute l'année, qui fonctionnent très bien, mais l'été ça passe pas. Pour cette raison qu'on avait évoquée, et je pense sérieusement qu'elle est toujours à l'œuvre. Quand je vois que la UDNZD se casse la gueule, ça donne franchement pas envie de forecaster un marché haussier là-dedans, et pourtant je pense encore que c'est un marché haussier. Je regarde vite fait les actions, s'il y a de la nouveauté, pas grand chose de nouveau. L'euro index, je vais regarder d'un point de vue index, voilà, on est bien venu chercher une résistance. Et on va probablement du coup s'installer maintenant dans un range. Donc voilà, ça tente le gap, ça clôture. Donc là effectivement, je pense qu'on est plutôt pas mal. La clôture en bas, donc ici on est en train de former une résistance. Il y a une résistance qui se forme à proximité. On a le support, donc là je dirais résistance, support, ça va mourir sur l'euro. Donc ça laisse déjà là dans un horizon proche 1 et quelques % de baisse à envisager sur l'euro, là où le yen aura au minimum effectivement 1% à faire à la hausse. Ça nous donne normalement un euro-yen qui va faire moins 2%. Donc vous avez bien compris le truc, moins 2 sur l'euro-yen, ça nous ramène ici, ça me ramène moi en zone de gros gains, mais pour l'instant, il faut laisser la mécanique se mettre en place. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez bien compris le truc. Regardez, le marché, il est con. Là, c'est tout le monde suit. Oh putain, merde, c'est en train de se retourner. Ça va faire tout le monde suit. C'est stupide. Voilà. C'est pas un marché qu'il faut réfléchir, dans lequel il faut réfléchir, dans lequel il faut rationaliser. Et comme je vous dis, market making et suiveurs de tendance qui cherchent vraiment pas à comprendre, ils vont juste trader de la moyenne mobile et des trucs dans le genre. Là, les moyennes vont commencer à s'aplatir, voire se retourner. Donc, vous savez que les suiveurs de tendance vont passer bear. C'est pas une critique, encore une fois, c'est bien deux métiers différents. Je dis juste, pour l'instant, le contexte leur est favorable. Donc, c'est probablement eux qui prennent plus de gains que moi, mais c'est de courte durée et je reprendrai le contrôle. Mais pour l'instant, c'est pas mon timing. Donc je lutte pas trop fort et surtout malheureusement et malgré moi, je me fais bien base même sur des scénarios de long terme comme la UDNZD et ça me casse les couilles parce que je sais très bien que quand je vais re-rentrer sur la UDNZD, ça va être une fusée haussière, c'est-à-dire là il va aller me chasser les stops, il va aller chasser des stops, puis il va remonter d'un coup comme ça sans raison pour rien et puis tout le monde derrière va se remettre à suivre et je vais probablement re-rentrer sur les mêmes prix que je suis en train de dégager aujourd'hui. Donc ça m'embête sincèrement de trader ces prix, mais j'ai pas le choix tout simplement parce que j'ai trop de leviers. Voilà. Levier 7 là, il suffit que ça redérouille encore de 0,5% et ça fait très mal. Je vous dis 0,5% x 7, vous voyez les gains fondre à une vitesse hallucinante. Je vous dis là-haut, j'avais plus de 10 à 12 000 balles de gains latents, il m'en reste plus beaucoup. Enfin, il y en a la moitié qui se sont barrés là. Voilà. Donc au bout d'un moment, je vais quand même récupérer mes gains latents et puis je vais racheter plus bas. Voilà. Tout simplement. Mais c'est comme ça, voilà, c'est la tristesse du moment, il faut aller emmerder le monde, donc il faut y faire en sorte de naviguer à travers tout ça, tout en gardant ces scénarios, parce que je ne change absolument pas la stratégie, je ne change absolument pas mes scénarios, je suis juste obligé de m'adapter temporairement à ce contexte pas facile, qui cherche simplement à vous foutre dans la merde et à vous faire douter. Donc encore, là par contre, il ne faut pas douter, si vous doutez, que vous changez, que vous faites la girouette, vous dites « Ah là c'est plutôt haussier, plutôt baissier, non, si vous spéculez et qu'en plus vous faites la girouette dans ces marchés-là, vous êtes mort de chez mort. C'est soit vous êtes un suiveur de tendance, soit vous êtes un spéculateur. Si vous êtes un suiveur de tendance, gavez-vous parce que les tendances, elles durent, c'est génial, elles sont stupides, mais elles durent. Par contre, si vous êtes spéculateur, vous serrez les fesses et attendre un peu que son timing revienne. Et je pense sincèrement que ça ne va pas prendre 107 ans non plus.
Rapidos, les taux, on en est où? Ça remonte tout doux, mais alors c'est vraiment tout doux. Il va falloir que ça accélère un petit peu tout ça. Et le VIX, toujours sur les supports, pas d'inquiétude, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors hier, par contre, on a eu un petit tir d'alarme quand même sur les indices US. Alors, je vais regarder en daily, mais comme je vois qu'on n'a pas performé, voilà, hier doji, mais doji après une bougie haussière. Donc attention à ce que ce ne soit pas la formation d'une résistance ou tout simplement le début de la formation d'un petit range, c'est-à-dire support, résistance, on range un peu avant de s'alléger un peu, enfin d'aller un peu plus haut. Attention, hein, ces gaps-là ne doivent pas être comblés. Je vous rappelle que ça tente le gap d'accélération sur le sommet historique. Si l'accélération ne prend pas et qu'on revient fermer les gaps, vous savez ce que ça veut dire. Hein. C'est game over, il faut repasser dans le champ vendeur et il faudra être vendeur d'entrée de jeu sur les indices à l'attaque du mois de septembre, même si la saisonnalité tente à laisser penser que normalement on pourra tirer jusqu'à octobre dans un joli bull run. Ils ont éclaté les acheteurs. Ils ont éclaté tous les vendeurs. Ça a pris du temps, hein, ça a pris 4 mois pour destroy le sentiment vendeur. Maintenant qu'il n'y a plus de vendeurs, normalement, on devrait avoir un sentiment acheteur. Mais vous avez bien compris la logique. Comme la logique, c'est qu'il ne faut pas de logique, il ne faut pas chercher à comprendre, ça peut très bien, maintenant qu'il n'y a plus de vendeurs, se retourner, tout simplement parce qu'il n'y a plus de soutien acheteur non plus. Je vous l'ai dit, ce soutien acheteur, il est complètement artificiel, il est maintenu par des rachats d'actions et des trucs comme ça. C'est vraiment des mécaniques très pernicieuses qui font monter les prix. D'où les risques que je vous avais marqués, les dangers d'acheter ces bull runs et tous ces autres trucs du genre. Donc, pour moi, rien n'a changé. On est vraiment dans la même dynamique. Le marché fait un peu n'importe quoi ces derniers temps. Tout simplement pour essayer de balader tout le monde. Voilà, essayer de faire trader. Je vous dis, le casino l'a fait tout pour vous donner envie de jouer. Même si sincèrement, là en ce moment, jouer avec des petits leviers, ouais, mais c'est pas le moment de faire des gros gains. Là, c'est le moment de bien se positionner pour des trades de moyen long terme derrière, essayer de choper le sommet des actions américaines, si sommet il y a, hein. Parce que je vous rappelle encore une fois que rien n'est impossible à Wall Street et on attend maintenant que les vendeurs arrivent dans un contexte très dangereux où je vous ai dit, on a bien matraqué les vendeurs tout l'été. Beaucoup se sont pris des mandales conséquentes, ce qui fait que maintenant, ils sont très prudents. Donc là, on a des vendeurs très prudents, voire inexistants, face à des acheteurs un peu sceptiques, mais bon, encore une fois, on a toujours les mêmes schémas tendanciels dans la tête, c'est-à-dire que ça, et vous avez derrière les permaboules qui, eux, poussent, parce que quoi qu'il arrive, c'est toujours aussi à Wall Street, jusqu'à ce qu'on se prenne moins 40 dans la tronche sans que ça prévienne. Et même les avertissements du début de l'année, apparemment, ça n'a pas suffi pour les recadrer. Et en plus de ça, vous avez donc tout le contexte, rachat d'actions monstrueux par Apple et compagnie. Et effectivement, le fait qu'il n'y a pas encore il y a des signaux très inquiétants de ralentissement économique à venir, mais on les voit, mais ça se voit pas encore sur les profits. Donc tant que ça se voit pas, et je vous avais expliqué ça, le fait que Wall Street, ils anticipent toujours ce qui est bon, ils retardent toujours au maximum ce qui n'est pas bon. C'est ce qui fait qu'on est toujours dans ces systèmes de croissance et qu'on est beaucoup plus longtemps en croissance dans les marchés financiers que dans l'économie réelle. Parce que les marchés vont anticiper la croissance future alors qu'elle n'est pas encore là. C'est-à-dire dans les cycles de creux, le marché va remonter avant que les statistiques se réapprécient. Le marché va anticiper ce qui sera bon avant que ce soit bon. On va anticiper les potentiels gains qu'on pourrait faire et on va commencer à acheter des actions avant même qu'elles reprennent le chemin de la profitabilité. Par contre, dans le sens inverse, c'est qu'on ne vend pas les actions tant que les profits ne sont pas réellement en train de se dégrader. Mais par contre, quand on le fait tous en même temps. C'est ça le problème qui fait qu'on chute toujours beaucoup plus vite que quand on achète, parce que quand on achète, on peut acheter plein de choses. Voilà, on peut acheter plein de choses, donc les choix sont variés. La répartition et la gestion du risque est bien plus facile à faire dans un marché baissier, tout simplement parce que vous allez dire j'achète un peu de ça, j'achète un peu de ci, j'achète un peu de ça, et puis à la fin, ça c'est bien, ça a payé, ça n'a pas du tout marché, mais voilà, à l'heure de faire le bilan, normalement vous êtes toujours en gain si vous avez acheté dans des phases d'investissement. Voilà, il n'y a pas à dire si vous prenez un S&P 500 ou un Nasdaq, si vous achetiez en 2009, quoi que vous achetiez, si c'est soit ça a survécu et vous avez gagné un max de pognon, soit ça n'a pas survécu, vous avez juste perdu votre investissement. Mais dans tous les cas, normalement, investir sur des actions au début d'un cycle économique, ça ne peut être que gagnant. Hein, voilà. À partir du moment où vous n'achetez pas trop non plus une coquille vide. Donc voilà, le principe c'est ça.
c'est de vous dire que là, est-ce que c'est le moment d'acheter? Non. Par contre, c'est le moment de dire, bon, on attend, et puis, comme le pognon s'est déjà accumulé dans tous les mêmes secteurs, Apple, toutes ces conneries-là, forcément, tout le monde va vouloir sortir de là au même moment. Vous l'avez bien compris, ça, c'est ce que je vous expliquais. C'est le problème auquel on va être confronté bientôt, c'est que on a des afflux de liquidités complètement astronomiques dans des secteurs très, très, très... En fait, des bulles, hein, voilà, on va pas... on a des grosses bulles. Et l'éternel problème, c'est que il va falloir éclater ces bulles. À un moment donné, hein, la bulle, ça se gonfle, mais il faut que ça se gonfle toujours plus fort pour entretenir les systèmes de Ponzi. Sauf qu'un Ponzi, quoi qu'il arrive, ça finit toujours par s'effondrer. Et que je vous l'ai dit, le Ponzi, quand on est un spéculateur, on va essayer de le shorter quand il est sur des timings et sur des points tendus où le Ponzi peut s'écrouler. C'est vraiment un château de cartes. Donc moi, ce que je fais en tant que spéculateur, c'est juste, j'ai pas le droit de toucher la structure. Il faut bien comprendre ça. Moi, je regarde le château de cartes, j'ai le droit de tourner un peu autour, de regarder sous différents angles pour étudier la solidité de la structure. Et après, c'est à moi de définir si je pense que ça va bientôt se casser la gueule ou non. Mais j'ai pas le droit, moi, de mettre mon doigt dessus, ni même de souffler. C'est pas moi qui déclenche l'éclatement du Ponzi. Encore une fois, je suis qu'un petit poisson, je suis du plancton dans l'océan. Donc c'est pas moi qui décide. Voilà. Je me suis dit, bon, là, on a une vraie grosse fragilité, c'est l'été, il risque d'y avoir un petit peu de vent. Voilà, bon, je spécule à la baisse sur l'effondrement possible du Ponzi. Je me suis planté, hein, ça veut dire que tout le vent qu'on a eu cet été n'a pas suffi à faire effondrer le château de cartes. Donc pour l'instant, il faut attendre gentiment. Les cartes continuent de monter, la structure est de plus en plus branlante. Elle finira par tomber. La question, c'est de savoir quand. Et voilà, il y a eu un timing tout cet été, aucun regret. Il y aura probablement un timing dans les mois à venir, sous condition de catalyseur inattendu, donc un Black Swan. Mais on ne peut pas spéculer sur l'arrivée d'un Black Swan. Sinon, moi, j'attendrai, donc je vous dis, le prochain timing vendeur, qui est donc normalement, d'un point de vue saisonnalité, le mois d'octobre. De toute façon, on aura largement le temps de resuivre tout ça. Je pense que là, d'ici début septembre, là, quand je vais revenir de ces vacances, je pense qu'on aura de nouveau le volume institutionnel en soutien derrière pour retrouver un petit peu de rationalité dans ces marchés. Un petit peu, hein, je n'ai pas dit que les marchés devaient obligatoirement être rationnels, mais là, bon, on voit bien que tout le monde s'est mis en mode je prends le cerveau, je l'enlève, j'arrête de réfléchir, j'essaie juste de faire de l'argent à court terme. Donc quand les stratégies se court-termisent comme ça, c'est généralement pas bon signe, c'est signal d'une prise de risque exacerbée. Dans des contextes de bulles, c'est plutôt gênant parce qu'effectivement, ça accumule toujours plus de capitaux à des endroits. Et comprenez bien, voilà, si on reprend l'image du château de cartes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde essaie de... Pour gagner de l'argent, il faut que vous mettiez une carte sur le château de cartes. Et le truc, c'est que pour l'instant, tout le monde se dit ok, c'est sur la droite de la structure qu'il faut mettre de l'argent, à la gauche, on s'en fout, c'est sous-performant, on ne construit pas là-bas. Donc tout le monde essaie de mettre ses cartes sur la droite, mais ça déséquilibre complètement la structure. Donc au bout d'un moment, si tout le monde met son argent au même endroit, ça va tout faire péter. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc dans ces phases-là, le problème, c'est que, encore une fois, c'est pas vous qui ferez effondrer la structure parce que c'est pas vous qui posez les cartes. Voilà. Nous, on a le droit que de regarder ce qui se passe et d'essayer de dégager des probabilités. Donc moi, plus je vois les gens mettre les cartes au même endroit, plus je me dis aïe aïe aïe, ça va tomber. Mais voilà. On va attendre d'avoir des signaux tout simplement de fragilité dans les secteurs où ça achète, c'est-à-dire, prenez Apple, tant qu'il n'y a pas de fragilité là-dedans, regardez-moi ça, mais franchement, oser se mettre en face d'un truc pareil, c'est complètement ouf. Encore une fois, Apple n'a pas de hausse de profitabilité, hein. Ça fait 2 trimestres qui se compriment, le prochain va probablement être violent, et je vous ai dit, Q4, quoi qu'il arrive, on sera plus bas que le Q4 2017, ce qui fait qu'on va devoir avoir des baisses de prix. D'accord ? Et Q4 2017, on était là. Hein, voilà. Donc c'est-à-dire que normalement, Q4 2018, on doit être plus bas que les prix ici. À inflation comprise. Donc attention, l'inflation sur une année, 2%. Donc vous dites, normalement, vous prenez ça, vous ajoutez 2%, ce qui ne fait pas grand-chose. Voilà, hein. Vous y ajoutez, alors on prend le sommet là, on ajoute 2%. Voilà, vous ajoutez, on va rajouter 3%, parce que pour moi, c'est plutôt 3% l'inflation. Vous dites, voilà, théoriquement, on doit être sous ces prix-là, Q4 2018. Parce qu'on fera moins de profit que de Q4 2017. Moins de profit égale, merde, il va falloir revoir tous les schémas de valorisation d'Apple. Si on doit se retrouver là Q4 2018, après les résultats Q4 2018, donc c'est-à-dire en janvier, voilà. Si en janvier on doit se retrouver sous ces prix, là plus on s'écarte, c'est quoi la logique? Plus on s'écarte, plus la chute va être brutale derrière. C'est exactement ce que je vous ai dit. On est dans des purs schémas de Ponzi.
Maintenant, il faut trouver le moment où le Ponzi va se retourner sur lui-même. Pour l'instant, on voit que ce n'est pas le cas. Ici, il y avait un timing assez intéressant. On voit que le marché s'en fout et au contraire veut continuer à aller toujours plus haut, toujours plus loin dans ces systèmes complètement paraboliques. Eh bien, laissez faire. Voilà, il faut laisser faire. Je pense que pour moi, c'est Apple qu'il faut surveiller. C'est le fer de lance de la bêtise ambiante. C'est-à-dire qu'hier encore, Apple s'offre un nouveau gap haussier et ils le tiennent. Donc pour l'instant, on enchaîne gap après gap. C'est du grand n'importe quoi. On ne construit pas les prix, on doit juste enfoncer le plus vite possible et le plus loin possible. Laissez-les faire, encore une fois. Laissez-les faire. Voilà. Allez, je prends vos questions et on se dit bonnes vacances. Elle n'est pas énorme, hein. Le levier x3, ouais, oui, il y a une petite perte latente, mais alors encore une fois, chauffe qui peut. Je vais juste expliquer un truc, parce que c'est vrai que c'est important, il faut comprendre ça. Pourquoi j'ai mis un levier 3 ? J'ai pas mis un levier 3 parce que je suis stupide et que j'ai craqué et que j'ai tilté. J'ai mis un levier 3 parce que je fais que réinvestir mes gains. Je te rappelle, ici, j'ai dû prendre à peu près un bon 15 000 euros sur l'euro-yen. Là, facile, un bon 5-6 000. Non, facile, non, là aussi, non, ça c'était un autre truc. Là, facile, un bon 15 000 également. Et là, j'ai pris que 5 000 puisque j'ai dû prendre un profit que partiel ici et très petit, puisque je m'attendais à ce qu'on casse le support. Tout ça, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Hein. Il y a encore une fois, là, je me suis complètement fait prendre à contre-pied. Ça arrive que Wall Street me baise la gueule. Là, ils m'ont bien baisé la tronche. Ils m'ont fait évaporer tous mes gains. Ils m'ont fait déclencher mes stops. Ce qui fait qu'ici, au lieu de récupérer beaucoup de pognon en bas, j'ai récupéré pas grand-chose ici. Et j'ai récupéré où mon pognon ? Attends, on va revenir ici. Hop. C'est à peu près par là que j'ai dit, ok, c'est bon, je lâche l'affaire et je revendrai plus haut. J'ai revendu ici. Voilà, bon, écoute, elle n'est pas énorme ma perte latente. Regarde, tu prends ça, tu multiplies par un levier 3. Ça fait 3% de perte. 3% sur 50 000 euros. Voilà, ça fait pas grand-chose. Hein. Ma perte latente, elle est vraiment pas grosse là. Hein. Alors oui, bon, effectivement, je rends à peu près... ma perte est quasi équivalente au gain que j'ai fait là. Je te le dis, je perds à peu près 4 500 balles là, à l'état actuel des choses. 4 000 balles, je crois, ce matin. Ça fait moins 4 000 sur une position. Bon, ça me fait chier, hein, je te le dis direct. Non, pas moins 4 000. Je vais aller voir. Ah non, voilà, en plus, ce matin, ça fait quasiment que dalle. Là, je perds 1625 euros, 27 à peu près, hein, ça bouge toutes les secondes. Hein. Mais voilà, là, c'est à peu près ça. Donc, c'est que dalle, hein, c'est vraiment, vraiment que dalle, en fait. Parce que bon, moi, honnêtement, tu sais, d'une part, je regarde pas mon compte tous les jours, hein, je te le dis honnêtement. Je dois prendre un trade par jour quand il y a un truc à faire en moyenne. Donc, il y a des jours où je vais prendre beaucoup de trades, il y a des jours, voilà. Là, aujourd'hui, c'est pas un jour où je vais trader, sauf pour aller alléger la UDNZD, et c'est déjà fait, et c'est tout. Voilà, moi pour ma journée là, elle est faite probablement. Je vais me placer des alertes, donc je vais voir ce qui se passe sur l'US Oil cet après-midi. Le gold, c'est trop tôt pour renforcer parce que j'ai pas envie pour l'instant. Donc il n'y a rien à faire pour moi aujourd'hui, mais vraiment que dalle quoi. Ça sent la journée sans intérêt, à part le pétrole cet après-midi qui pourrait donner un petit quelque chose. Mais c'est tout. Maintenant, moi, j'ai deux choses que j'attends. Trouver le bottom de la UDNZD, casser un bottom sur euro-yen, et si possible, essayer de voir le GBP casser une résistance. C'est ce que je surveille. Donc, tu vois, ça accumule, ça a l'air de prendre une forme de triangle ou Dieu sait quoi. Donc, c'est pas mal sur le GBP USD. Mais pour l'instant, tant que j'ai pas le breakout, ça peut rester un range. Donc, tant qu'on est dans cette dynamique, moi, je cherche pas trop à comprendre. Donc, je me dis, j'attends pour l'instant. Je vois qu'on range, donc tant qu'on est dans cette structure-là, ça me va. Ça veut au moins dire qu'on baisse plus, ce qui est déjà pas mal. L'US Oil, c'est en suspens. Gold et Silver, je reste à l'achat, aucun problème, mais c'est encore trop spéculatif pour se positionner sur du levier. Les taux, j'ai du levier, mais bon, avant qu'on rebascule sous les 0,30, il va se passer. Enfin, ça m'étonnerait qu'on arrive à tenir ça. Les indices américains, j'ai plus rien sauf le Russell. Donc voilà. Ah si, il me reste encore le FTSE, mais le FTSE, tu vois, ça passe pas. Hein, donc il tente le gap haussier, c'est en train de se faire combler d'entrée de jeu et on repasse bear dans un squeeze. Pour moi, ça reste bear, hein, ces trucs-là. Je te le cache pas. Pour moi, c'est pas bon signe. Hein. C'est même très mauvais signe que le FTSE se re-ratatine, alors qu'ici, ils ont essayé de nous tenter un truc haussier. Donc, à voir ce truc-là, mais moi, je reste plutôt en biais baissier sur le FTSE. Voilà.
qu'est-ce que... Allez, hop, voilà. Mais donc sur l'euro-yen, il faut pas que tu flippes, hein, encore une fois. Levier 3, ça paraît énorme, parce que tu dis levier, mais on parle d'une paire Forex, et l'euro-yen, c'est pas non plus, c'est pas la paire la plus volatile, tu vois. Là, je te parle pas de trader un USD MXN ou un truc comme ça. Là, on parle d'une paire solide, avec beaucoup de leviers, de deux grosses devises. C'est monté un peu fort, je te le concède, il n'y a aucun problème, hein, je te dis pas, voilà. Mais moi, j'ai fait mon job. Et je regrette pas ce que j'ai fait. Maintenant, je suis clairement, enfin, j'ai la conviction que mon trade sera gagnant. Maintenant, évidemment, comme je te dis, il y a le contexte qui fait que pour l'instant, je me fais un peu chasser par le market maker. Mais voilà, hein, quoi qu'il en soit, ce que je réinvestis là, ce sont que des gains. C'est-à-dire que le risque que je prends ici, ce n'est que avec des gains passés. Hein. Il faut bien être conscient de ça. Voilà. Et c'est juste que là, effectivement, le scénario ne se déroule pas comme prévu sur l'euro-yen, mais je comprends vraiment, encore une fois, pas du tout comment on a pu ne pas casser ce bottom-là. Ça me paraît mais tellement énorme. C'est vraiment un contre-pied. C'est-à-dire qu'ici, en fait, il y avait probablement tout le monde qui vendait l'euro-yen, donc ils se sont dit, allez, tout le monde vend, bam, on remonte tout ce petit monde, et pour mieux baisser après. Mais moi, je suis persuadé qu'on va plus bas. Hein. Je te le cache pas, mais je pense que là, on fausse les cartes, on fausse le jeu, tout simplement parce que, je te l'ai expliqué, c'est la liquidité estivale, et comme tout le monde a dû se positionner à la vente ici sur un support, et on fait quoi? Bam, on va racler tous les stops, et on monte aussi haut qu'il le faut pour dégager tout le monde avant de rebaisser. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir casser cette résistance? Je crois certainement pas. Voilà. On n'a pas formé de support, il n'y a rien ici en fait. C'est juste cycle vendeur contre momentum qui s'est créé à l'achat, mais alors je ne sais même pas comment ici il a pu détecter une pattern bullish. Mais voilà. C'est ça la mécanique. La mécanique là, c'est que c'est un pullback très puissant de momentum qui s'est mis en place. Ça, c'est les Américains en fait qui ont foutu la merde. Hein. C'est vraiment ça. À dire, ah bah putain, maintenant qu'on a bien tiré sur l'euro, allez hop, on relâche tout d'un coup, on fait baisser le dollar puissamment. Et en plus, comme on va vendre le yen en même temps, donc tu as bien compris le système. C'est maintenir le yen sous pression, refoutre le dollar attractif et encore nous jouer le coup de on vend la volatilité, comme ça on ferme toutes les portes à Wall Street et l'argent ne peut pas sortir. Forcément, ça a détendu le risque. Et je t'ai dit, l'euro-yen, c'est le facteur risque sur lequel jouent les Américains. De dire, c'est la merde ailleurs, mais pas chez nous. Voilà. Alors, la baisse ici qu'on a eue, c'était pas du tout le catalyseur que j'espérais. Moi, je pensais voir des grosses baisses à Wall Street. Au final, ça a été les tensions en zone euro, les tensions autour de la lire turque. Ça a été ça qui a fait catalyser cette phase de baisse. Et donc, comme ici, la lire turque, ça s'est calmé, boum, on a une remontée brutale. Mais encore une fois, l'euro-yen, pour moi, il reste bear pour des raisons techniques, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, Wall Street va rendre les gains. Et quand ils vont commencer à, pas rendre les gains, mais ils vont passer en phase négative de la décorrélation qu'ils ont créée. C'est-à-dire que pour l'instant, tout leur bénéficie. Au bout d'un moment, ça ne va plus leur bénéficier. Et quand ça arrêtera de leur bénéficier, c'est obligatoirement l'euro-yen qui va en pâtir. C'est comme ça, parce que c'est la devise sur laquelle ils ont fait le plus de pression pour faire en sorte que les capitaux restent dans le dollar. Maintenant, il va falloir relâcher cette pression, et je pense que le yen est beaucoup plus sous pression que l'euro. Ce qui fait que même si on a un euro haussier, je pense qu'on aura un yen qui le sera encore plus. Donc moi, c'est vraiment, ce qui m'intéresse dans la paire euro-yen, c'est plus tellement l'euro aujourd'hui, c'est le sentiment que je vous ai donné. J'ai dit, pour moi, l'euro-dollar, maintenant, il repart haussier, mais il va ranger cette zone de prise, qui fait que pendant un moment, euro et dollar seront inintéressants, je pense, avant que le dollar soit plus intéressant que l'euro face au yen. Mais à court terme, là, l'euro yen ou USD yen, c'est la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est JPY, moi. Je ne peux pas trader l'indice yen, donc je suis obligé de trader euro yen, USD yen. Je vais prendre du NZD yen aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est des trucs comme ça, si tu veux. Je vais prendre toutes les devises qui, pour moi, vont me sembler faibles. Donc l'euro maintenant sera probablement plus fort que le dollar, donc je serai plus pondéré USD yen qu'euro yen à terme, mais pour l'instant, il me semble que c'est l'euro à court terme qui sera plus intéressant. Voilà. Mais encore une fois, moi, je ne vous cache pas les pertes, hein, les gars. Y en a beaucoup qui vont vous faire ça. Moi, vous connaissez tous les leviers, vous connaissez tout. Si pour toi, x3 sur l'euro-yen, avec un prix d'entrée qui a été donné ici, puisque je vous l'ai dit, encore une fois, si je vous cachais les trucs, je peux bien comprendre. Voilà, je suis rentré là, moi, précisément. Donc tu vois, c'est pas compliqué. Au maxi, ça a fait 1%. Donc ça m'a fait moins 3 sur le compte.
franchement, et -3 sur le compte, c'est énorme quand je te dis ce que j'ai gagné sur les phases de baisse. Bon voilà, ça ne me gêne pas. Encore une fois, je me permets de faire ça, par contre, uniquement parce que je ne fais que réinvestir des gains. Si c'était la première fois que je rentrais dans l'euro-yen, j'aurais jamais mis un levier x3 ici d'entrée de jeu. Vraiment pas. C'est juste, là j'ai été agressif, un peu fort, mais parce que j'investis des gains. Voilà. Allez, hop, dire que les néo-nazis sont au pouvoir en Suède. Oui, alors, bon, moi je suis peut-être pas aussi agressif que toi, mon cher, mais effectivement, tu as raison. Alors, ils sont pas encore au pouvoir, d'accord, mais tu vois de toute façon ces vagues populistes qui montent un peu partout. Si tu préfères fermer les yeux, c'est ton problème. Mais après, effectivement, je suis pas bon en politique, hein, c'est pas mon délire. Je suis pas bon non plus sur les cryptos. N'empêche, ça m'empêche pas de les trader, et je pense que j'ai pris plus d'argent sur les cryptos que toi. Donc encore une fois, comprendre les choses, ça fait parler, c'est tout. Voilà, j'essaie de vous argumenter les choses, mais encore une fois, la compréhension, moi je m'en branle. Ce qui m'importe à la fin, c'est de gagner du pognon. Mais d'un point de vue humain, je trouve que ce qui se passe est extrêmement dangereux. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que la montée au pouvoir ils sont pas au pouvoir, t'as raison. Voilà, t'as raison. J'y suis peut-être allé un peu fort. Non, on n'est pas, on est en train de réaliser le scénario doucement, on accumule sur le gold. Moi, tant que je le vois pas franchir une nouvelle résistance, je vais y aller. Hein, regarde, je te réexplique le truc. Donc pour moi, sur le gold, ça fait une vague de hausse, un support et une cassure de résistance. C'est chouette. Là, on a bien cassé la résistance. On revient tester l'overlap. Si ici, il y a bien double signal acheteur et que le marché repaye, ça me va. Aucun problème. Au contraire, j'aurais même un vrai beau sentiment acheteur qu'on est dans ce cas-là en train de former des schémas de type vague 1, 2, 3, 4, 5. Le problème, c'est que là, je n'ai pas une schéma de vague 4 terminée. Donc, j'aurais tendance à penser qu'on va aller plus bas et qu'on va aller rechercher les résistances de la vague 1. C'est-à-dire soit là, soit là. Tu vois, hop, hop. C'est totalement possible qu'on fasse un truc comme ça. Et qu'on fasse derrière une grosse vague 5 impulsive. Et en fait, on aura fait une leading diagonale. Voilà. Pour moi, les structures ici, elles sont extrêmement nombreuses. Donc, j'ai pas envie de m'orienter trop facilement pour l'instant. Ça peut aussi être A, B, C et terminé et on va plus bas. Je pense qu'on est sur les zones d'achat de long terme. Mais je pense qu'on risque de retrouver des petits pullbacks par là. Et que face à ça, je pense qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant de mettre des leviers. Parce que là encore, si tu mets des leviers, là, pour le coup, c'est pas possible. Voilà. Moi, là, je suis en levier 1 sur le gold, je vous l'ai dit. C'est d'accord, c'est transparent, tout le monde est au courant. Levier 1 parce que, pour l'instant, il me semble que les stops doivent rester sous le bottom. Quand je pourrai remonter ces stops sous un nouveau bottom qui pourra éventuellement se former, à ce stade-là, sans problème, je serai prêt à te dire, ok, là je suis prêt à passer en levier sur le gold. Pour l'instant, je pense que c'est prématuré et que ça ne servira qu'à une chose, faire remonter tes stops pour les donner à proximité au market maker qui ne se fera qu'une seule joie, c'est d'aller les chercher. Donc, je ne lui donne pas cette opportunité pour l'instant. Je ne veux pas de stop sur le gold, donc je ne me renforce pas pour l'instant. Quelle plateforme? Toujours pareil. Après, moi, je trade via la plateforme web d'IG et Active Trades chez MT4, MT5. Mais c'est pas le VIX, on n'achète pas le VIX. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trade le contrat dérivé. Alors, il y a VXX, voilà, hein, mais voilà, nous, ce qu'on trade, c'est des contrats qui s'appellent VIX, qui sont dérivés donc effectivement du contrat VX1, qui est un contrat futur à expiration à un mois. Oui, tu es un peu trop fort là. C'est beaucoup trop 3,5 sur le gold. Il faut vraiment attendre d'avoir un sentiment acheteur. Pour l'instant, tout ce que tu te dis, c'est ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on risque c'est le schéma que j'ai dans la tête, que pour l'instant, on cherche à bien valider cette tendance, mais que, attention, pour ça, il va falloir que les suiveurs de tendance se mettent à l'achat. Et pour ça, il va falloir leur donner un sentiment de tendance, c'est-à-dire qu'on commence à casser vraiment des résistances pour qu'ils se mettent à dire « Ok, maintenant, on va faire la même autre tendance stupide à l'achat ». C'est ce que je pense qu'on fera à terme, mais pour l'instant, il va falloir des arguments solides sur les prix pour pouvoir se passer là-dedans et que les suiveurs de tendance poussent les prix à l'achat. Pour l'instant, ils font probablement rien et ils attendent. Donc comme ils font rien, il faut rester spéculatif.
Et pour l'instant, il me semble que 3,5, c'est tout sauf spéculatif. Non, moi je pense que c'était buy and hold, et voilà, tu as fait ton buy and hold, tu touches plus. Moi j'ai allégé 25%, ce qui est vraiment rien du tout, hein, voilà, et le reste est là, et j'y touche pas. Voilà. J'ai tenu avec il me confirme être perplexe sur ton affirmation. On prête à taux fixe pour tout projet IMO, résidence principale, secondaire ou locatif. Oui, mais ce ne sont pas des taux fixes, ce sont des TAEG. Putain, c'est fou quand même cette histoire. C'est-à-dire que ce sont des voilà, je vais aller te chercher la doc. Donc tu lis ça, tu tapes TAEG, tu comprendras. En fait, ce qu'on te vend aujourd'hui, c'est le fait de te dire, ok, c'est fixe, il n'y a pas de souci. Effectivement, on indexe les taux d'intérêt. Ce qui va varier, d'une part, c'est... Alors attends, je vais te le rechercher, je l'ai vu. Voilà. La première des choses qui va bouger, d'accord, c'est le taux d'intérêt bancaire. Ça va bouger parce que forcément, t'inquiète pas, en phase de crise, tu vas pas emprunter au même montant. Enfin, tu vas pas, les emprunts se feront pas au même montant, et tu verras que dans toutes les clauses aujourd'hui qu'on te fera dans un prêt bancaire, tu n'auras absolument pas un taux fixe. On va te vendre un taux fixe avec renégociation tous les 2 ans ou un truc comme ça. Ce qui fait que quand tu vas te faire renégocier ton taux, soit dans 1 an, soit dans 2 ans, tu vas passer de 1,50 à 5 ou à 4, et tu vas dire « Ah merde, je ne l'avais pas vu venir ». Tout ça pourquoi ? Parce qu'on parle de ça, du TAEG, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on te garantit, c'est un package de taux qui n'excède pas une limite annuelle qui est fixée par les autorités. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que tu ne vas pas payer trop cher. Le problème, c'est que ce truc-là, il est réindexé chaque année, hein, et en fonction du contexte de crédit et compagnie. Si tu as une bulle de crédit qui explose, tu crois sincèrement qu'on va te prêter avec le même montant ? Non, la limite TAEG va complètement exploser, ce qui fait que ta charge de dette va augmenter de ouf. Et en fait, tout simplement, quand ton courtier bancaire t'aura vendu son prêt à TAEG avec un 2-3%, tu vas te retrouver avec un taux annuel global à 6%, et tu vas faire « Oh putain, la compte sa mère, je ne peux plus les payer », et tu vas l'avoir dans le cul. C'est ce qui se passe à chaque putain de crise, et tous les mecs nous ressortent toujours la même chose les 8 ans après, et on se rend compte qu'on finira probablement de la même façon. Donc il faut faire très attention, prendre des taux, prendre des crédits IMO maintenant, alors que ça commence à se tendre. Voilà, il y en a toujours peut-être qui arriveront à te trouver un taux fixe. Mais moi je te le dis, tous mes potes me demandaient ça. Ils commençaient à avoir un peu d'argent. Est-ce que c'est le moment d'aller emprunter ? Je leur dis, ok, va voir ton banquier. Si ton banquier te donne un vrai taux fixe sans renégociation de taux derrière, prends-le. Mais voilà, plus personne ne te les propose. Il y a 6 mois, 1 an, tu pouvais encore en trouver sans problème. Tu en trouvais même beaucoup. Mais un vrai taux fixe, un taux 100% fixe non renégociable, mais il faut être taré aujourd'hui pour te mettre ça sur 25 ans. Il y a une énorme bulle de crédit. Même si la banque a besoin de crédit, elle ne te fera jamais un crédit à ce taux-là, tout simplement, parce que derrière, c'est elle qui s'engage. Donc, soit elle va te faire payer une assurance de ouf derrière, et de toute façon, elle te baisera quelque part, l'assurance. C'est toujours pareil. Le fournisseur de la liquidité trouvera toujours un moyen de récupérer son argent. Soit il va t'augmenter les taux, soit il va t'augmenter le coût de l'assurance. Mais c'est comme ça. C'est que quoi qu'il arrive, le taux que tu as aujourd'hui, c'est pas le taux que tu auras dans 6 mois, 1 an, 2 ans, en pleine période de récession. Et si tu crois ça, mais comment peux-tu être aussi naïf ? C'est pas possible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le montant de ta dette et le montant de la charge de ta dette, elle varie en fonction du contexte économique. En ce moment, tout est rose, mais tout le monde sait que ça ne va pas le rester. Donc, c'est le moment où, normalement, aujourd'hui, on ne te propose plus des taux tout roses, plein de rêves et compagnie. Et si on te vend encore ce rêve, crois-moi, ça cache beaucoup de saloperies. Donc, ce n'est pas le moment d'emprunter pour aller faire de l'immobilier sur 25 ans. C'était le moment de le faire avant, mais il fallait négocier fortement et dur, avoir un vrai taux fixe et pas un taux indexé TAEG. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te vend un taux fixe, mais indexé au TAEG, qui va forcément augmenter et exploser dans les prochaines années. C'est pour ça qu'on te dit aujourd'hui, mais il n'y a pas de souci, les taux ne peuvent pas exploser. Tu vas voir si ça ne va pas exploser. On en reparlera, si tu veux, dans 2-3 ans, et on se mettra dans le cas d'un mec, du coup, qui s'est pris un prêt à 100 ans, à 25 ans, immobilier, indexé TAEG, et on verra quelle est la tronche du TAEG dans 2 ans si la bulle de crédit explose. Mais encore une fois, je n'ai pas dit que ça... Déjà d'une, la bulle de crédit n'a pas explosé encore, il n'y a pas eu de crise financière, il n'y a pas eu de machin. Je spécule en avance, mais je trouve que ça me paraît compliqué. Voilà.
Mais bon sang, arrêtez de réfléchir. Mais c'est fou. Voilà, donc tu as eu 253 000 à 1,65% sur 25 ans. Quelles sont les conditions de renégociation de ton taux? Ce que je vous ai dit, c'est pas que vous ne pouviez pas avoir de taux bas. Ce que je vous ai dit, c'est que vous ne pouviez pas avoir de garantie de maintien de ce taux dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, on va vous donner un taux fixe, indexé, TAEG ou des trucs comme ça. C'est ça qu'on va vous donner. Mais encore une fois, ce sont des mots. On vous dit taux fixe parce qu'il faut que dans votre tête, vous entendiez taux fixe, mais ce n'est pas un taux fixe. C'est de la branlette cérébrale de banquier. Ce n'est pas un taux fixe. C'est un taux qui est indexé à un indice, TAEG, qui va varier dans le temps, qui fait quoi? Que si cet indice il double, le prix de votre dette va doubler, point barre. C'est aussi simple que ça. Alors ça reste indexé par le gouvernement, ce qui fait que la banque ne peut pas faire n'importe quoi et vous faire exploser les taux à 5%. Mais encore une fois, le gouvernement, il préfère que vous sautiez ou que la banque saute. Il va préférer que vous sautiez. Donc ils augmenteront ces taux si les banques ont la corde au cou, parce qu'il ne faut pas faire sauter les banques, encore une fois. Donc, c'est comme vous voulez, mais si vous pensez que, comme votre courtier vous a dit, c'est un taux fixe, il n'y a pas de problème, allez-y les yeux fermés, putain, soyez pas aussi naïfs, quoi. Enfin, je suis navré de vous le dire, mais non, ça se passe pas comme ça dans le marché, et encore moins en plus dans le marché de la dette. Donc non, la dette, c'est un risque. Quand l'économie est en risque et que du coup, vous risquez de vous retrouver au chômage, que le taux de chômage augmente et compagnie, vous allez voir comment ça va augmenter les taux. C'est mécanique et ça se fait de la même façon à chaque récession. Et ce que vous avez aujourd'hui comme étant un taux garanti TAEG à 1,65, ça peut très bien devenir un 2,80 dans quelques mois. Et 2,80 pour charge de la dette, c'est pas la même. Hein. Ça ne fait pas du tout le même coût. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention. Alors, là je vois d'autres choses. Alors, partir à l'aventure avec 8K sur une plateforme de type 2 Giro, avec un compte titre bourse asiatique US, c'est quelque chose d'essentiel pour du buy and hold. Alors, tu parles de buy and hold, pourquoi? Ah oui, pour General Electric, des obligations russes, indonésiennes. Alors, obligations russes, moi, j'irai pas tout de suite. Indonésiennes non plus. C'est pas le moment d'affaire de l'obligataire, là. Hein. Vraiment pas le moment. General Electric, oui, mais encore une fois, il ne faut pas que tu mettes ton pognon là-dessus, tout ton pognon là-dessus. Ça doit être un petit pan de portefeuille, 5% du capital, pas plus. C'est tout, voilà. Ouais, bon, la Poutine en plein été, c'est costaud quand même. Niveau de validation d'un trade spéculatif, c'est tout simplement le moment où les suiveurs de tendance vont commencer à rentrer dans le machin. Eux, où ils vont se dire, ok, c'est bon, il y a une tendance, toi, c'est le moment où tu dois te dire, ok, c'est bon, on n'est plus spéculatif. Et c'est le moment où je vais passer en levier. Voilà. Donc c'est toujours le moment où tu vas avoir formé plusieurs supports, et dans le cas d'un trade baissier, tu vas enfoncer ces supports, et c'est le moment où tout le monde est d'accord, en fait. Voilà. Le moment où tout le monde va être d'accord, c'est le moment-là où moi j'appelle ça le trade validé, c'est là où je passe en levier, là où le suiveur de tendance va rentrer avec un levier très faible parce que lui, évidemment, il a un ratio risque-rendement tout pourri. Mais le spéculateur, comme moi, j'ai déjà préparé mon risque et géré mon risque en amont, c'est là où moi, je peux me permettre d'être en levier et pas le suiveur de tendance. C'est exactement ça. Voilà, je vais risquer le même pourcentage que précédemment. Je vais réinvestir les gains passés et remettre mon risque au niveau de la validation. Mais par contre, je prends le même risque que le suiveur de tendance, sauf que, évidemment, à ce stade-là, moi, j'ai un levier 2 à 3 fois supérieur au sien. Ah oui, c'était l'action minière ABX, c'est ça. Oui, moi ça me paraît intéressant. Techniquement, ici, il y a tout pour que la zone soit attractive. Maintenant, il faut faire attention, c'est une zone de breakout, on est dans un marché débile. Il faut effectivement gérer son risque intelligemment. Le stop me paraît un peu trop proche. Moi, je le mettrais un peu plus bas pour être vraiment tranquille, mais ça me semble de toute façon effectivement un bon... Tu as un ratio risque-rendement tellement intéressant sur ce truc-là que très honnêtement, moi je mettrais le stop un peu plus loin, voire effectivement en mode buy and hold, c'est-à-dire moi sur un truc comme ça, je mets pas de stop, quoi. Je ferai un trade à la General Electric, c'est des prix intéressants, tu viens ici, tu mets 5% de ton capital, tu mets pas de stop, tu fais buy and hold, et puis en gros, soit tu perds tes 5%, soit tu vas chercher les targets. Moi, c'est comme ça que j'aborderai le truc. Je ne mettrai pas un stop sur ce type de scénario-là.
Et c'est ce que je compte faire. Je vais probablement la prendre aussi, cette minière, mais je la prendrai sans stop. Scénario validé, c'est trop tôt. Voilà. Oui, oui, non, mais bon. Alors, on va terminer là-dessus. Bon, l'émission sera longue, du coup, je voulais pas spécialement que ce soit le cas. Moi, je vous le dis, d'expérience, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que dès que tout devient parabolique, c'est gênant. Voilà, c'est là où ça va finir très mal. C'est-à-dire, ben voilà, vous prenez par exemple la croissance démographique des humains, on est complètement parabolique. Enfin, on arrive à la phase de stagnation après une parabole, donc c'est pas très bon signe. Il y a beaucoup, beaucoup de paraboles qui se sont positionnées dans des endroits dangereux. Donc après, j'ai pas dit que ça allait mal se passer et que voilà, ça peut avoir l'air pessimiste. Ça, je peux totalement le comprendre. Mais je vous ai toujours dit, moi j'ai ces deux visions et je suis capable de jongler entre les deux. Il y en a beaucoup qui diraient c'est limite schizophrénique de penser ça. J'ai une vision à la fois très pessimiste parce que les choses ne m'invitent pas spécialement à être optimiste. Les choses rationnelles, c'est-à-dire la perception rationnelle du monde que j'ai, ne m'invite pas franchement à être confiant pour le futur. Je ne te le cache pas. Parce que on a créé beaucoup de structures très branlantes sur ces schémas paraboliques qui font que justement, voilà, on pense que ça va relancer toujours, 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 jusqu'au jour où au final, ça ne relance pas et tout se casse la gueule. Parce que c'est comme ça que généralement toutes les paraboles terminent. Mais d'un certain côté, moi j'ai quand même foi en l'intelligence humaine. Voilà, je trouve que l'intelligence humaine a réussi à faire des choses absolument magnifiques et des choses horribles comme ces systèmes paraboliques. Donc j'ai tendance à dire les systèmes paraboliques prévalent à dire que notre extinction est pas trop, enfin qu'elle devient de plus en plus probable. Mais est-ce qu'on va jouer là-dessus? Voilà. Est-ce que c'est ça réellement ou est-ce qu'on sera suffisamment intelligent pour arriver à échapper à notre propre sort? Je sais pas. Voilà, moi je te dis, c'est le grand questionnement de la vie, mais moi je joue entre cette dualité. Je pense que l'intelligence humaine peut nous sauver, mais je pense que la stupidité nous détruit à une vitesse grand V également, et que c'est une belle bataille de forces opposées qui s'équilibrent pour l'instant, on va dire, d'une certaine façon, mais il y a ce danger parabolique permanent qui fait que on n'est pas non plus... voilà. Il y a des choses qui nous entourent, et arriver à imaginer que l'être humain est plus intelligent que la nature, je trouve que c'est surtout de la belle bêtise d'être humain, et c'est un sentiment de supériorité assez dangereux qui risque naturellement de nous courir, sera probablement, si on doit un jour disparaître de la surface de la planète, ce sera probablement à cause de ça, du fait qu'on aura tellement pensé pouvoir la dominer qu'elle nous aura juste foutu à la porte, et puis point barre, quoi. On n'est rien, encore une fois, on n'est que dalle, et on se croit supérieur, et on se croit tout plein de choses. En fait, on n'est que dalle, quoi, mais vraiment que dalle. Oui, je suis en buy and hold sur Ripple, mais je vous avais dit, celles-là, ce buy and hold, il est complètement stupide. C'est-à-dire qu'en fait, rappelez-vous l'achat de Ripple que j'avais fait, je vous l'avais donné, je m'étais complètement fait baiser, puisque je m'étais planté en plus sur Bidule. C'était vachement haut, hein, j'ai fait de la merde. Ouais, je crois que j'ai acheté là, sous résistance. C'est-à-dire que rappelez-vous, j'avais mis un ordre stop ici en cassure de la résistance pour acheter si on cassait la résistance. Et en fait, j'avais été exécuté au marché sur Bitstamp parce que je n'avais pas compris le truc, il m'avait mal fait le délire. Donc je m'étais retrouvé acheteur, j'avais dit bon, allez, je m'en fous, je le garde. Et puis voilà. Et le truc, c'est que j'avais foutu un stop. Et puis un matin, je l'ai supprimé, je ne l'ai pas mis un soir en allant me coucher. Et en plus, c'est le moment où on a dégiuré comme ça, là. Et en fait, quand je me suis retrouvé là, j'ai dit bon, ok, c'est bon. Pourquoi ils n'ont pas été déclenchés, mes Ripple? Pourquoi j'ai toujours ces trucs? Et du coup, je me suis dit bon, maintenant, je vais pas les sortir, quoi. Voilà. Mais j'ai 500 balles. Hein. Voilà, c'est vraiment. Je fais ce choix de dire bon, du coup, c'est buy and hold malgré moi parce que j'ai oublié de placer un stop. Sinon, j'en aurais pas. Voilà. Donc, c'est plus dû à une erreur technique qu'à autre chose. Non, pas maintenant, je pense pas. Le VIX, soit vous. Alors voilà, le VIX pour moi il y a deux choses. Soit vous jouez le scénario où vous vous dites bon, achat de VIX, mais vous allez perdre sur la valeur temps et très probablement on va essayer de vous baiser la gueule, donc il faut vraiment avoir de très bons prix. Soit il faut attendre peut-être plus l'expiration prochaine, c'est-à-dire pour moi l'expiration d'octobre. Enfin, racheter le contrat début octobre avec expiration novembre.
Là, je préfère rester en stand-by sur les VIX pour l'instant, à moins qu'un catalyseur externe arrive. Je vous dis, ça peut arriver à tout moment, mais là, je préfère pas spéculer sur ce type de catalyseur. Dans un moment où on sent bien que le marché est greedy, qu'on veut faire monter du Apple, des trucs comme ça. Regardez, hein, voilà, vous reveniez sur où est-ce qu'on était avant, je sais plus, mais je viens de voir passer, c'était marqué où voilà, l'idée par exemple semble plus que jamais séduisante. Non mais voilà, bon. Quand vous avez ce genre de truc qui motive le truc, euh, voilà les rêves de Wall Street. C'est de se dire aujourd'hui, waouh, t'imagines si on pouvait avoir une fusion Apple et Tesla, ce serait quand même génialissime. Euh, bon, voilà, enfin quand même. C'est ça que Wall Street a aujourd'hui en rêve boursier, c'est de dire Apple a une montagne de cash. Bon, aujourd'hui, ils rachètent leurs actions parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Imaginez si au lieu de racheter leurs actions, ils rachetaient les actions de Tesla. Imaginez ça, enfin, ce serait génialissime. Quel regain de profitabilité pour le futur ça ferait. Encore une fois, ça profitera que dalle. Pas maintenant, en tout cas, ça pourra profiter dans le prochain cycle économique. Mais dans tous les cas, c'est pas maintenant qu'il faut investir sur ces boîtes. C'est ça qui est fou, quoi. Mais bon, c'est comme ça que le marché voit le truc, c'est-à-dire qu'il faut continuer dans la bêtise et vendre toujours plus de rêves, mettre des étoiles dans les yeux des investisseurs. Et alors, si on peut avoir une fusion Tesla-Apple, je te laisse même pas imaginer. Les gros titres, tout le monde va se dire waouh, génial, la bourse est euphorique, c'est le moment d'acheter. Vous avez bien compris le principe, hein. Les gens vont encore acheter des prix stupides et se retrouver ruinés derrière, mais c'est toujours pareil. Quand tu places le point A dans quand tu utilises une structure ABC. Ah, là, je comprends pas ton truc. Bah, tu fais ABC et tu fais A, B, C. Enfin, je vois pas le problème. Alors, désert BTC, ouais, possible, je sais pas. Voilà. Donc, alors, oui, alors ça, je vous l'ai mis, c'est dans le Discord. Je vais aller le chercher. Voilà, c'est ici, dans les questions libres. Et je vous l'ai mis donc dans les messages épinglés. Vous allez dans questions libres, ici, dans la partie support. Et vous avez le message épinglé. Quelle est la formule des indices crypto? Voilà, vous venez ici et vous pouvez copier ça. Voilà, vous venez là, par exemple, si vous voulez l'indice BTC, c'est ça. Parce qu'en fait, si vous copiez BTC USD, il faut vraiment l'indice Bitfinex BTC USD, Coinbase BTC USD, Kraken XBT USD. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous veniez chercher. Donc c'est sur le Discord, dans la partie donc questions libres et messages épinglés. Messieurs, je vous souhaite sur ce une agréable journée. Du coup, une bonne semaine. Le temps qu'on se retrouve. Ne réfléchissez donc pas trop sur les marchés actuellement. La tendance est bien à dire on va voir jusqu'où on peut pousser les prix. Et quand on est dans cette mécanique-là, je vous dis attention, c'est souvent la psychologie qui précède les phases terminales avant des effondrements boursiers, tout simplement parce que ce sont des schémas de pensée paraboliques. Hein. On va voir jusqu'où on peut aller. Donc plus on monte, plus on prend de risques, plus on prend de risques, plus il faut que les rendements associés augmentent, donc plus les tendances se parabolisent. Voilà, c'est des schémas de Ponzi par excellence quand on est dans ce type de psychologie. Donc faites très attention au marché action. Il faut surveiller, mais il ne faut pas agir trop vite, surtout pas lutter contre ça. C'est sale, c'est affreux et ça catalysera, ça aura des effets cataclysmiques ensuite si on fait ces bubules. Mais encore une fois, l'histoire nous apprend que le marché, plus il voit la fin proche, plus il a tendance à avoir des réactions stupides et irrationnelles. Donc effectivement, plus là vous allez essayer de rationaliser le marché, plus vous risquez d'avoir tort. Donc il faut faire extrêmement attention à ne pas lutter contre ça, d'où l'intérêt de dire obligé de faire son métier de spéculateur, mais aujourd'hui, il faut vraiment attendre et être très 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 pragmatique sur l'application des stratégies spéculatives. Si vous vous amusez à mettre du levier dans les phases spéculatives, le marché risque de vous dézinguer assez facilement. Et si en plus vous luttez derrière et que vous refusez de donner les stops, ça finira très mal. Voilà.
Donc c'est vraiment pour l'instant, soit vous mettez le cerveau de côté, vous faites du suivi de tendance. Je vous rappelle quand même que moi je vous invite à prendre du risque parce que vous avez des petits capitaux, mais je vous rappelle également que dans la stratégie, moi elle a des niveaux d'agressivité que vous pouvez varier, c'est des curseurs, vous pouvez être plus ou moins agressif dans la stratégie. Moi je vous apprends la stratégie la plus agressive, c'est-à-dire de trader les signaux en amont et des signaux agressifs. Vous pouvez tout simplement vous dire ok, ici il y a un support, j'attends qu'on casse une résistance et je paye dans le sens du signal. Mais je vous payez que les boules et que les bears. C'est-à-dire que tant que c'est pas boule, il n'y a pas de tendance. Tant que c'est pas bear, il n'y a pas de tendance et vous attendez la cassure à chaque fois d'un niveau. C'est-à-dire là par exemple, vous allez vous dire ok, le support est là, on est bear, il y a eu un double bear ou pas. Marrant, vous allez attendre d'avoir un double signal. Là, voilà, vous dites ok, double signal vendeur dans un cycle bear, j'attends qu'on casse le support. Et ce que vous faites, c'est que vous vendez pas là du coup. Vous mettez un ordre stop sous le support avec une protection au-dessus de la résistance, et vous faites ça. Vous faites du suivi de tendance en suivant les indicateurs. C'est juste qu'au lieu de payer le signal agressivement dès qu'il se positionne, vous attendez que le signal casse le niveau technique. Vous faites du trade sur breakout dans une tendance, en suivi de tendance. C'est totalement possible. Ça veut dire prendre moins de risques. Par contre, encore, et ça c'est important de comprendre, si vous faites ce genre de choses, d'accord, si par exemple vous rentrez short là, avec un stop là, et que vous visez le prochain niveau technique, c'est-à-dire là, ou allez, on va dire, vous visez un niveau ici, rappelez-vous quand même que votre ratio risque-rendement, il est bien inférieur et que vous allez devoir ajuster le levier en conséquence. Les trades spéculatifs produisent des bien meilleurs ratios risque-rendement, ce qui permet d'être un peu plus agressif et d'utiliser un petit peu plus de levier. Les trades en suivi de tendance, c'est peu de levier, peu de gains, mais par contre, vous aurez beaucoup de trades gagnants. Je vous ai toujours dit, c'est un choix à faire. Pour moi, l'agressivité, elle vous est obligatoire si vous avez un petit capital, parce que vous n'avez pas d'autre choix. Vous n'avez que deux choix, soit le risque, soit le levier. Le risque, ça ne dépend que de votre capacité à gérer ce risque. Le levier, quoi qu'il arrive, ça vous mettra dehors. Donc, quand vous avez un choix qui n'est pas réellement un choix, vous êtes obligé d'utiliser les stratégies avec un haut niveau de risque. Mais ça, c'était que pour les gens qui ont des petits capitaux. Si vous avez un confort de capital, vous avez au moins 10-15 000 euros dans le marché, vous n'êtes pas obligé de prendre ce risque. Au contraire, moi je vous invite même dans ce cas-là à faire ça, c'est-à-dire des stratégies à moindre risque. Vous attendez que le marché vienne casser les niveaux techniques dans le sens potentiel d'une tendance détectée. Là, on voit bien par exemple que sur la partie Ripple, par exemple, si on applique la stratégie ici avec une stratégie en breakout à faible risque en suivi de tendance, vous allez mettre un ordre ici. Là, vous avez un double signal acheteur. Attention, ce n'est pas encore clôturé. Mais si la bougie dans 10 minutes, elle clôture comme ça, là, vous pouvez dans 10 minutes placer un ordre en cassure de la résistance. C'est-à-dire vous attendez que le marché aille chercher le niveau résistant, puis vous rentrez ici, vous viserez la prochaine résistance qui se trouve ici, et vous devrez placer un stop là. Là, vous avez un ratio d'1 pour 1, même pas. Alors, attends, là, j'ai mis dans le mauvais sens, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, voilà. Donc là, si vous prenez un trade à l'achat, voilà comment ça va se dérouler. Vous allez donc viser la prochaine résistance, vous viserez un stop sous le précédent support, vous avez un ratio d'1 pour 11. Donc ici, effectivement, vous avez 80% de chances que votre TP soit cherché, dans le sens du mouvement haussier. Ah, par contre, il faut un stop beaucoup plus large. Moi, honnêtement, je vous invite plus à faire ça maintenant, là, sur les prochains jours, que d'apprendre des trades ultra agressifs, puisque l'agressivité, on l'a bien vu, ça ne paye pas. Ça paye vraiment pas. On est dans une phase où là aujourd'hui, ça ne paie vraiment plus d'être agressif. Maintenant, vous voyez, là théoriquement, ce qu'il faudrait faire sur l'euro-yen, c'est attendre. C'est-à-dire attendre ici qu'on vienne former un support, probablement ici. On va venir former un support, retrouver un signal acheteur, et ici, on va retrouver des signaux vendeurs. Et là, c'est normalement, ces signaux vendeurs-là, vous ne les vendrez pas, vous attendrez qu'on vienne casser ce support, et vous, c'est ici que vous rentrerez sur la phase de baisse. Et vous, entre guillemets, vous vendrez ici avec un stop là pour viser ça. Et vous allez faire quoi? Vous allez rentrer sur le même prix que moi. Donc moi, là, c'est juste que j'ai pris du risque, mais un risque qui ne va pas rémunérer, donc c'est stupide. Encore une fois, j'ai pris un risque supérieur au vôtre alors que je vais gagner la même chose derrière. Là, on est bien d'accord. Mon positionnement euro-yen, il a été
mal fait, parce que si j'avais bien fait mon job, j'aurais eu un prix meilleur que vous, ce qui m'aurait permis de renforcer sereinement, alors que là, je ne renforcerai pas. Le levier que j'ai sur l'euro-yen, je ne pourrais pas le renforcer ici en breakout, parce que ce sera probablement au même niveau que mon prix d'entrée, et dans ce cas-là, ça fera réintroduire du risque, et je ne le ferai pas. Donc vraiment, c'est ça la différence. Hein, Et encore, ici, vous voyez, le exit là, je vais le changer, ce truc-là. Parce que ça, c'est une pattern qui n'aurait pas dû se déclencher. Et c'est une condition que je vais rajouter et que je vais rajouter dans Sine Wave. Parce que normalement, ici, on aurait dû faire un nouveau plus haut pour déclencher le exit. Et normalement, c'est ici qu'il aurait dû se déclencher. Et c'est là que j'aurais dû prendre mon trade vendeur. Voilà. Là, j'ai la pattern exit, elle s'est déclenchée, je pense, un peu trop vite. Et j'aurais pas dû la déclencher aussi vite. Voilà. Donc ça, c'est des améliorations à faire. Encore une fois, mes algos, je les améliore. Je trouve des patterns, des façons de les activer, désactiver. Il me semble ici que l'exit n'aurait pas dû se déclencher là, mais là. Et ici, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant à trader. Allez, je vous souhaite une bonne journée, parce que là, on traîne sur la longueur. Et donc, je vous dis à bientôt.